Vous êtes propriétaire et vous cherchez à louer votre bien. Pourquoi pas passer par une agence immobilière sociale? Ça ne vous dit peut-être rien, mais je vous le dis, à la fin de cette émission, ce sera peut-être un vrai bon plan pour vous. On va en parler dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Proprios, une initiative de Top Agent en collaboration avec Eloya, PNV, Batixi et Imovlan. Et pour parler des AIS, une invitée exceptionnelle qui nous fait l'honneur d'être ici en plateau. C'est sa première, Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Avec tes plaisir. côtés, est-ce que je peux te tutoyer? Parce qu'on va pas se mentir. Alors, je ne te connais pas vraiment dans le privé, mais je connais très bien ton mari. Donc, si tu me le permets, je vais te tutoyer. Ça ne te dérange pas, Nawal? Pas de souci. Merci vas-y. beaucoup. À tes côtés, plaisir. Aurélien Laurent, directeur d'une AIS, celle des Verts. Bonjour Aurélien. Bonjour. Et puis Eric Spitzer, faut-il encore le présenter, directeur d'Imovlan, CEO d'Imovlan. Bonjour Eric. Ça va? Bien, merci d'être là. Ouais. On va finir les 3 derniers épisodes avec toi. Mais sera là jusqu'à la fin de l'année. Moi, j'ai pris l'abonnement fin d'année. Et alors on m'a dit que saison 2, Imovlan, c'est fait. Tu continues l'aventure avec nous. C'est en bonne voie. Tu es un homme incroyable. C'est en bonne Une voie. exclusivité Merci. ici. Ah ouais, écoute, on essaie de temps en temps, puisque oui, effectivement, c'est tout doucement la fin de cette première saison, et on voulait rapidement vous remercier d'avoir été aussi nombreux et puis de faire de cette émission un vrai succès. C'est pour ça qu'on a une secrétaire d'État autour de la table. Ah oui, si on faisait 10 vues, elle serait pas là, évidemment. Bon, Nawal, les agences immobilières sociales. Alors c'est un ami, on va dire, on peut le dire, qui a eu cette idée géniale de lancer ça sur Bruxelles. Un ancien bourgmestre connu. J'ai oublié son prénom. C'est ouf. C'était le parrain. En plus, tu sais quoi, Nawal? Ici, on se dit tout. C'était le parrain de mon premier amour. Allez. Et qui a eu cette idée géniale de créer les AIS. Mais c'est quoi les AIS? Donc les agences immobilières sociales, en fait, ça a vocation à socialiser une partie du marché locatif privé. Et donc, l'idée qu'a eu Charles Piquet à l'époque, c'était de proposer en fait aux propriétaires qui avaient des biens, maisons ou appartements, de les mettre en gestion auprès d'une agence immobilière sociale et qui s'occuperait en fait de tout. Donc ça veut dire que le propriétaire, lui, n'aura à s'occuper de rien. Donc pas chercher des locataires, ne pas s'occuper des vides locatifs, pas s'occuper de remettre en état si le logement en a besoin, pour éviter tous les tracas administratifs, moraux, etc. Eh bien, de confier tout ça à une agence immobilière sociale qui gérait ça à la place du propriétaire. Évidemment, alors en proposant aussi un loyer qui serait moins cher que s'il le mettait lui-même sur le marché locatif privé. Donc, ce serait un loyer qui doit être adapté à la grille loyer AIS. Donc, c'est pas un loyer qu'il aurait eu s'il l'aurait mis lui-même sur le marché locatif privé, mais il doit s'adapter à une espèce de grille loyer AIS. On va revenir en détail sur les avantages, les inconvénients des AIS et de mettre un bien en location dans une AIS. Donc, Eric, pour résumer, il y a les fameux logements sociaux qu'on connaît, et puis il y avait une volonté pour offrir d'autres opportunités. On sait qu'il y a une vraie demande. Nawal, il y a combien aujourd'hui de demandeurs Donc aujourd'hui, il y a malheureusement plus de 50 000 familles qui attendent un logement social. Donc voilà, les AIS, c'est vraiment un acteur indispensable pour nous permettre à nous d'offrir un maximum de solutions à ces familles qui sont en attente. Parce qu'il faut savoir que les locataires aujourd'hui qui occupent des logements dans les logements AIS, c'est beaucoup de familles qui sont dans les situations de revenus du logement social. Et donc potentiellement grâce aux AIS, dans des quartiers, même dans des beaux quartiers, il pourrait y avoir à un moment donné un propriétaire qui décide de dire, voilà, moi mon logement, j'en fais un logement social et pour ça, je passe par une AIS. Voilà, tout à fait. J'ai pas envie de m'occuper de la gestion du bien. J'ai envie de le confier en AIS. Alors c'est vrai que ça a une durée quand même de au moins 9 ans. Mais voilà, je pense que pour les propriétaires qui souhaitent le faire, c'est tout bénef pour eux parce qu'il y a beaucoup d'avantages. Et on voit que ça fonctionne puisque les chiffres sont en pleine expansion. Donc depuis que je suis arrivée, on a quand même fait une hausse incroyable au niveau des logements acquis en AIS. Je les citerai tout à l'heure, mais... Voilà, on a fait quand même un beau gros bond en avant. Aurélien, dans un instant, on va s'intéresser au process finalement, comment ça se passe concrètement pour un propriétaire quand il passe la porte d'une AIS. Eric, toi, les AIS, c'est une bonne idée? C'est une très bonne idée. Comme Nawal l'a dit, en fait, le problème, c'est une nécessité de faire appel au privé parce que les pouvoirs publics
c'est pas une question de mauvaise volonté, mais c'est une question, c'est multifactoriel. Il n'y a pas assez de moyens, il n'y a pas assez d'endroits, etc. Mais donc, au niveau des logements sociaux, effectivement, il y a des gros manques, il y a vraiment une grosse demande et des gens qui sont en attente dans des situations qui sont précaires. Alors, évidemment, faire appel au privé est une solution, et je pense que c'est une bonne solution. Il y a 2 aspects là-dedans, je trouve. Moi, effectivement, il y a d'abord la stabilité et la tranquillité. C'est-à-dire qu'on décide de mettre son bien en location auprès d'une AIS, on ne doit plus s'occuper de rien. Alors, c'est jamais tout à fait vrai qu'on ne doit plus s'occuper de rien du tout, mais enfin, on doit s'occuper de beaucoup moins de choses que si on le met en location soi-même. On n'a pas de vide locatif, on loue à l'AIS. Donc, même s'il y a un vide locatif, je dirais que c'est un risque qui est pris du côté de l'AIS, pas du côté du propriétaire. Donc, c'est un loyer garanti, c'est un loyer garanti et plus faible, mais garanti. Donc, on choisit en fait de gagner moins bien, d'avoir un rendement un petit peu moins élevé. On parle d'une 20% inférieur à ce qu'on pourrait toucher avec un loyer normal, puisqu'ils font effectivement se conformer à une grille des AIS, ce qui est logique. On a un rôle sociétal. On essaye de faire du bien aussi et de proposer à des gens qui n'ont peut-être pas les moyens un logement pour des prix plus abordables. Pour le karma, c'est pas mal. Non, mais c'est important de penser à ça aussi. C'est le portefeuille et le karma. L'univers nous le rendra, c'est ce qu'on appelle du win-win. Non, mais voilà. Et c'est vrai qu'on a la tranquillité et il y a une série d'avantages fiscaux aussi, précompte immobilier, etc., qui font en sorte que la différence en fait entre le loyer qu'on percevrait dans le marché normal et le loyer AIS en fait se réduit. Ce que je propose, c'est qu'on énumère finalement les gros avantages. Donc, on a dit pas de précompte immobilier. Ouais. Zéro précompte immobilier. On ne paye pas de précompte immobilier. Ouais, tout à fait. Aurélien. Toute la durée du contrat, pas de précompte immobilier. Un deuxième avantage. Une gestion journalière, visite régulière des biens, sans avoir à avoir de contact avec des locataires. Tout passe par l'AIS. Un troisième avantage. Le vide locatif. Même s'il y a un vide locatif, les loyers sont quand même perçus par le propriétaire, donc c'est super important. Encore un petit tour de table. Un quatrième avantage. Il y a encore les primes à la rénovation. Les primes à la rénovation, on est sur... si vous avez des travaux de rénovation qui permettent l'amélioration énergétique de votre bâtiment ou d'autres travaux d'ampleur, vous pouvez avoir des primes comme conformité électrique par exemple. Mais alors, c'est intéressant. On fait une petite pause sur les avantages parce que la rénovation, on sait que l'écologie c'est un vrai débat. On sait qu'en Flandre il se passe des choses notamment avec les PEB qui sont très faibles. Les propriétaires ont 5 ans pour finalement faire monter ce PEB. Imaginons maintenant, moi j'ai une habitation, le PEB est pas terrible. Entre-temps, le gouvernement décide de mettre un petit coup de pression et d'obliger les propriétaires à faire ce qu'il faut pour que le PEB soit de meilleure qualité. Est-ce que là aussi vous investissez ? C'est vous qui payez pour les travaux ? Non, on ne paye pas les travaux, on peut conseiller et introduire les demandes de primes. D'accord. Mais les primes sont plus importantes si un contrat de 9 ans est signé avec une AIS. Voilà. Si tu décides de mettre ton bien en gestion auprès d'une AIS, tu auras accès à ce qu'on appelle les primes Rénolution. Et donc voilà, ce qui n'est quand même pas rien, parce que c'est des montants assez conséquents qui vont te permettre de rénover ton logement et d'avoir alors un meilleur certificat PEB. Sachant que les primes Rénolution, pour l'instant, j'ai lu dans la presse qu'il y avait 2-3 petits soucis au niveau de la libération des budgets, mais c'est vrai que le principe de Rénolution, en dehors du fait que je trouve le nom quand même pas très bien trouvé, mais soit, ça c'est un goût personnel, mais c'est vrai que aider les gens à rénover leur logement pour qu'ils soient conformes et qu'ils soient moins énergivores, évidemment, c'est une évidence. Maintenant, dans les grandes villes comme Bruxelles, au niveau urbanistique, au niveau technique et au niveau disponibilité de la main-d'œuvre, des entreprises qui vont faire ça pose quand même parfois certains problèmes. Pour donner un exemple concret, je vais dire, pour une remise en conformité électrique, il faut que les travaux soient réalisés avant la signature des 9 ans. Précédemment, c'était pas le cas. On pouvait le faire en cours de contrat, mais c'est plus le cas maintenant. Mais ça peut aller jusqu'à moins 70% sur la facture globale de la remise en conformité, donc ce qui est quand même pas rien, quoi. Oui, donc au final, après, on va s'amuser à faire des petits calculs parce que c'est important aussi qu'on mette les chiffres sur la table pour voir au final, même si le loyer qui est proposé est globalement 20% plus bas, c'est ça que... Il y a une grille à respecter, le loyer AIS, 20%. Mais donc si on additionne un peu finalement tous les avantages, le précompte, etc., est-ce que finalement, au final, on n'est pas gagnant dans cette histoire ? On va garder ça pour la fin. Les propriétaires sont gagnants
certainement. Enfin, quand je suis arrivée, il y avait 5500 logements qui étaient mis à disposition dans les AIS. Et aujourd'hui, en 4 ans et demi de temps, on est quasi à 7700. Donc, on voit que ça fonctionne, ça plaît auprès des propriétaires. Moi, j'ai encore l'ambition, jusqu'au dernier jour de mon mandat, d'arriver à acquérir des logements supplémentaires pour arriver justement aux 2500 logements supplémentaires, l'objectif que je m'étais fixé dès le début de la législature. Normalement, ça se fera sans souci. Les propriétaires ont bien senti que c'était de bons avantages pour eux. Et aujourd'hui, les chiffres en témoignent eux-mêmes. En fait, je vous le dis, il y a une constante augmentation des chiffres. Je pense que les AIS aujourd'hui ont le choix. Il y a énormément de demandes qui sont faites pour prendre des biens en gestion. Et je pense qu'il y a une panoplie, une palette de propositions. Ce qui a changé sensiblement ces dernières années également, c'est que les promoteurs font confiance aux AIS parce qu'elles ont vu que c'était un modèle qui fonctionnait. Et donc, on a des projets de plus grande ampleur, ce qui augmente sensiblement le nombre de logements. Voilà. Mais là, excuse-moi Eric, je vois Nawal qui fait une petite moue. C'est pas vraiment ça l'objectif de base du projet des AIS. Pour moi, il faut garder cet objectif social. C'était les petits propriétaires qui ont un deuxième bien, qui souhaitent le mettre en gestion auprès d'une AIS, soit prioritaire. Aujourd'hui, comme tu le dis, il y a des gros promoteurs qui ont bien senti le filon, qui construisent des gros lots. Et c'est bien, on en a aussi besoin, parce qu'il y a une crise du logement abordable à Bruxelles, donc on a aussi besoin d'eux. Mais on ne doit pas mettre le focus que là-dessus. Il ne faut pas oublier les petits propriétaires, c'est ça l'essentiel. Ces petits propriétaires qui veulent mettre leur bien en gestion, et donc qu'il n'y ait pas des choix comme ça qui soient faits entre le petit propriétaire il a qu'un bien à nous mettre en gestion, alors que là le promoteur il a peut-être 25 biens. Donc je trouve qu'il ne faut pas oublier cet objectif là. C'était un soutien aux petits propriétaires. De toute façon, petits propriétaires ou gros promoteurs, la priorité de cette initiative, et c'est une bonne priorité, c'est de loger les gens. Évidemment, un prix abordable, évidemment. Voilà, un prix abordable. Mais pourquoi il faut choisir? Pourquoi il faut choisir? C'est limité? Non, il n'y a pas de la place pour tout le monde, tout le monde ne peut pas profiter de ça. C'est pas limité, c'est qu'alors on perd son objectif initial, qui était que les petits propriétaires puissent mettre leur bien en gestion auprès d'une AIS. Et moi, j'ai pas envie que on se dirige uniquement que vers de gros promoteurs qui puissent mettre leur bien en gestion. Et puis après, faut pas oublier aussi que les biens en gestion sont mis pendant un certain nombre d'années. Ça n'est pas non plus dans le patrimoine de logement public, puisque ces logements, à un moment donné, on va les perdre aussi. Donc il faudra reloger ces personnes. Donc je trouve que, ou alors il faut réformer, il faut voir si on pourrait peut-être prendre ces logements en gestion beaucoup plus longtemps. Donc il faut revoir certaines choses et sur lesquelles on est occupé à travailler notamment. Donc moi je dis simplement qu'il ne faut pas oublier l'objectif initial. Petit propriétaire qui veut mettre leur bien en gestion. C'est pour eux que finalement le mécanisme a été créé. Parce qu'il y a aussi une question de bonne gestion de fonds publics, puisque il y a des subventions, donc j'imagine il faut pousser le truc, mais il ne faut pas non plus que ça devienne... C'est ça, il y a des subventions, c'est des budgets conséquents. Aujourd'hui, rien que pour l'année 2023, on est déjà quand même à quasi 23 millions d'euros. Donc depuis le début de la législature, on a un peu plus de 88 millions d'euros, donc c'est pas rien comme budget. Et puis après, il y a le précompte immobilier aussi qu'on ne perçoit pas, donc il y a des recettes en moins. Mais donc moi je dis simplement, l'objectif initial, c'était... les petits propriétaires, il ne faut pas les oublier. Il ne faut pas qu'on leur refuse, que des AIS refusent, etc. Quand des petits propriétaires mettent leur bien en gestion parce que les gros promoteurs ont des plus gros lotissements. Non, mais je trouve que l'avantage principal pour un petit propriétaire ou quelqu'un qui investit, parce qu'il y a aussi des promoteurs qui développent des promotions, et puis les gens peuvent investir, mais peuvent prendre une unité, comme dans une promotion immobilière classique. Ça devient pratiquement, pour le petit propriétaire, qui n'a peut-être pas le temps, ni l'envie, ni la connaissance juridique pour tout gérer tout seul, ni technique, ça devient en fait presque un produit financier. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne doit plus s'occuper de rien ou de pratiquement rien, mais il est propriétaire d'un bien, ce qui veut dire qu'il a une chance de faire une plus-value dans les quelques années qui viennent, mais on sait bien que c'est sur du long terme, on parle de 9 ans, donc c'est vraiment une vision long terme. Mais lui, ça devient presque un produit financier qui a en plus... avec une contrepartie réelle immobilière. Et c'est ça qui est intéressant pour le petit propriétaire, parce que les gros promoteurs, effectivement, eux, ils ont des organes, ils ont du personnel qui gère tout ça, ils ont des hommes, ils ont des ouvriers qui peuvent faire des trucs. Donc pour moi, le petit propriétaire, vraiment l'avantage qu'il a, c'est un avantage financier, il a un rendement, mais c'est surtout sa tranquillité et le fait qu'il sait qu'il peut compter 12 mois par an sur son loyer. Et on sait que c'est vrai parfois que c'est un frein aussi à l'investissement immobilier pour passer de 1 à 2. C'est toute cette charge administrative, mentale aussi de devoir gérer tout ça. On a une solution. Et puis quand tu te présentes à la banque
en disant, moi, je vais louer et j'ai la garantie, puisque c'est avec une AIS, j'ai la garantie que mon loyer sera payé. Tu sais, la banque, si tu viens et que tu dis, je vais mettre un bien en location, elle va quand même faire une décote en fonction d'un vide locatif qu'elle va considérer peut-être 10, 15%, etc. Avec une AIS, ça sécurise aussi. Donc, au niveau du financement, parce que les biens doivent encore être financés, eh bien, il y a cet avantage-là aussi. On va à la fin de cet épisode faire un petit calcul, savoir combien ça coûte, etc., puis combien on gagne aussi. Mais d'abord, je voudrais qu'on s'imagine, qu'on se mette dans la peau d'un propriétaire qui se dit, tiens, j'ai regardé le rendez-vous des proprios avec cet épisode incroyable avec Nawal Benamou, secrétaire d'État au logement, et j'ai envie de passer par une AIS. Comment ça se passe? Il y en a combien à Bruxelles? Est-ce qu'il y en a aussi en Flandre, en Wallonie? C'est une initiative nationale, il y en a Nawal? aussi en Flandre et en Wallonie. À Bruxelles, il y en a 24. Ok, donc elles sont réparties, il y a 19 communes, quoi. C'est une AIS par commune ou toutes les communes? Pas forcément, il y en a peut-être parfois plus par commune, mais il y en a partout. Est-ce qu'il y a des communes sans AIS? Non, pas que je sache. Non, non, je crois Et pas. est-ce que je suis obligé d'aller dans une AIS de ma commune? Non, pas forcément. du tout. Donc j'ai un bien à Molenbeek, je peux aller voir Aurélien, parce que j'ai trouvé sympathique. Oui. Je peux faire Exactement. ça. Ok, donc je trouve une AIS, je toque à la porte, et là il se passe quoi concrètement, Aurélien? Alors concrètement, on explique toutes les modalités donc, du contrat de 9 ans, tous les avantages qu'on a précités. On se rend sur place pour voir si le bien répond aux normes du Code du logement en termes de salubrité, d'installation électrique. On s'assure que le PEB a été réalisé. Si pas, on aide le propriétaire à le réaliser pour que tout soit en ordre pour la location, parce que c'est les deux documents indispensables, c'est la conformité électrique et le PEB. Et à ce moment-là, on signe la convention. Comme on a quand même pas mal de situations d'urgence, je vais dire l'entrée du premier locataire peut être faite très rapidement. Si vous signez un 15 du mois, pour le mois suivant, le locataire est déjà là, vous percevez déjà votre premier loyer dès le mois suivant. Ok. Et tout le long de la location, on s'assure de communiquer. S'il y a des travaux réalisables qui doivent être réalisés par des professionnels, à ce moment-là, on remet toujours plusieurs devis. Ok, donc une chaudière qui lâche, c'est pas vous qui payez la chaudière, mais vous faites les démarches pour avoir les devis. On ne paye pas la chaudière. Il y a des primes aussi pour les installations de chaudière à moins 40%, mais on organise le tout. En fait, vous n'aurez qu'à choisir si vous voulez remplacer. Bon, si c'est indispensable, évidemment, elle va être remplacée. Si ça ne l'est pas, mais pour un mieux énergétique, alors à ce moment-là, on propose plusieurs devis. Et le propriétaire nous signale l'accord et nous, on s'occupe de l'exécution. Donc, on prend contact avec le fournisseur. Et après réalisation, on va sur place pour vérifier si tout est en ordre. Nawal, oui. J'ai perdu ma question, elle était très intéressante. Donc que des avantages, en fait, donc pour les propriétaires qui nous écoutent. Moi, j'avais la question au niveau du PEB. Oui. Ouais. Pour être autorisé à rentrer dans le système, est-ce qu'il faut un PEB minimum? Non, il faut juste un PEB. Ok, c'est tout. Si j'ai une Z, ça marche aussi. Oui, ça marche aussi. Ça marche aussi. Allez. J'ai retrouvé ma question, Nawal. Oui. Parce qu'en préparant l'émission, parce qu'on prépare quand même un tout petit peu cette émission, mais vraiment un tout petit peu, parce que c'est voilà. Tu m'as dit au téléphone qu'il y avait des listes d'attente. Ah oui, bien sûr. Il y a des listes d'attente. Donc, okay. Tant pour les locataires que pour c'est ça. Oui, bien sûr, donc, des locataires qui sont inscrits sur les listes du logement social pour obtenir un logement ou alors auprès des AIS pour pouvoir obtenir un logement. Évidemment, il y a une telle crise du logement abordable aujourd'hui à Bruxelles. Enfin, quand on sait qu'un Bruxellois sur 2 locataires rentre dans les conditions de revenu du social... voilà, donc c'est un paquet de monde. On a 50 000 familles qui sont en attente et en fait, même la liste d'attente ne reflète pas forcément les besoins de la population bruxelloise. Donc en fait, peut-être que cette liste d'attente devrait être encore beaucoup plus longue que ça. Mais donc oui, effectivement, les Bruxellois sont aussi inscrits auprès des 24 AIS. Mais de toute façon, on pourra apporter... des tas et des tas de solutions. Moi, je le dis depuis le début, je vais continuer à le dire. Tant qu'on n'arrive pas à appliquer une grille contraignante des loyers à Bruxelles, tant qu'on ne s'occupera pas du marché locatif privé, des prix qui sont pratiqués, on aura toujours un problème pour pouvoir loger les Bruxellois à un prix abordable. Parce qu'il y a une inadéquation entre les revenus
des Bruxellois et des Bruxelloises et le prix du loyer qui est pratiqué et demandé. Donc, à un moment donné, voilà, il faudra travailler là-dessus, quoi qu'il arrive. On en parlera en fin d'émission avec toi, Eric, sur ces problématiques-là. Je te sentais chaud. Mais attends, on clôture les AIS et puis on sortira, on fera un peu de hors-piste. Calme-toi, Eric, calme-toi. Je sais que depuis hier soir, tu prépares ce moment, ce face-à-face avec Nawal. Mais juste par rapport à la liste d'attente, parce que je suis propriétaire, moi j'investis mon bien, je sais que je vais le mettre en gestion dans une AIS, mais combien de temps d'attente pour le propriétaire ? Parce que alors moi j'ai pas envie d'attendre 3 mois. Parce que alors je le mets en location, mais là je signe un bail d'1 an, 2 ans, 3 ans, je perds mon. Tout dépend de combien de temps d'attente Je suis un propriétaire, j'arrive chez toi. Pour que le bien soit loué, ouais, c'est ça. Il y a, pour ainsi dire, pas de temps d'attente. Non. Okay. En 15 jours, ça, c'est loué. Donc aujourd'hui, vous êtes dans la capacité, vous, d'accueillir 100, 200, 300 nouveaux propriétaires. Sans problème. Okay. Donc la liste d'attente, elle est plutôt pour le locataire, pas pour le propriétaire. D'accord. Et on est encore à la recherche de plus ou moins 300 biens. Ok. Donc les propriétaires qui nous écoutent, n'allez pas chez Nawal, hein, allez chez Aurélien. Non, mais je préfère. Tu vas recevoir 300 mails dans ta boîte, tu vas devoir rediriger tout ça à un moment donné, secrétaire d'État. Donc on gère la globalité. Bon, Eric, 11h43, je dis n'importe quoi. Ça fait plus ou moins 20 minutes qu'on parle des AIS. Tout à fait. Tu te sens comment là pour ton face-à-face dans un instant pour parler un peu de l'immobilier de manière générale et du logement de manière générale avec Nawal? Je me sens parfaitement détendu. Ouais. Ok, non mais voilà. Parce que je voudrais faire un dernier tour de table par rapport aux AIS pour être vraiment sûr qu'on a tout dit. On n'a que 25 minutes donc on ne pouvait pas tout dire. Donc il y a encore des choses qu'on dira en commentaire. Aurélien, le mot de la fin pour toi. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit ici? Non, je pense que ça représente un réel avantage pour un propriétaire, que ce soit en termes de tranquillité, de gestion technique et l'assurance en termes de financement. Mais aussi, à la fin du contrat, vous êtes certain de récupérer votre bien dans l'état où vous nous l'avez laissé. Donc, il n'y a pas de crainte. J'aimerais aussi déconstruire certains a priori parce qu'il n'y a pas de plus de crainte à avoir que dans le privé. Moi, ayant travaillé dans les deux secteurs, je peux vous assurer qu'il n'y a pas de différence. Il y a des personnes, elles sont toutes différentes et c'est pas parce qu'on est dans le social que d'office il faut s'imaginer que les logements sont mal gérés. Les gens sont conscients de la chance qu'ils ont et sont conscients qu'ils ont accès à un logement qui ne pourrait pas se permettre dans le privé, donc ils respectent les logements et il n'y a aucune inquiétude à ce niveau-là. Et puis s'il y a un manque de respect, vous agissez. Oui, bien sûr, bien sûr. Tous les ans, on fait une visite par an sur les biens pour s'assurer qu'ils soient en état. Et conseiller aussi, parce que parfois ça dépend, c'est pas une volonté non plus, c'est un laisser-aller pour X ou Y raison, donc on conseille, on dirige vers les services sociaux adéquats pour pouvoir résorber le problème s'il y a. Eric, t'es un peu le monsieur chiffre aussi un peu dans cette émission. Ouais. C'est vrai prenons un loyer aujourd'hui, oui. D'habitude c'est Anthony Urbain, mais aujourd'hui c'est toi. Un loyer 1000 € de base. Et là on me dit, les gens vont se dire, oui, vous nous dites d'aller dans une AIS et je vais avoir 800 € par mois, je perds 200 €. Comment il faut faire ce calcul? Le calcul est simple, c'est un peu moins de revenus pour plus de sécurité. C'est-à-dire que 1000 €, ok, prenons 1000 €, donc si on dit 20%, c'est 200 € par mois de moins. Ça fait 2400 sur une année. Voilà, sur l'année. Alors, on a déjà le précompte immobilier qui tombe. Alors, le précompte immobilier, ça va être, on va dire un petit 1000 €. Okay. Donc, ça fait déjà un différentiel qui tombe à 1400 €. Précompte qui a beaucoup augmenté. Qui a beaucoup trop parenthèse, augmenté. Mais ça a beaucoup trop augmenté. Ouais, non, mais je voudrais quand même le dire ici, ça a fort augmenté. Et beaucoup à Bruxelles, dans certaines communes. L'augmentation est horrible. Bon, bref. Okay. Mais donc là, il y a 2400, j'enlève le précompte. Voilà. Okay. Si on peut me l'enlever à moi aussi, mais c'est pas dans l'AIS, on enlève le précompte, donc on récupère 1000 €. Donc on a 1400. Et après, si au bout de 3 ans, on a un vide locatif de 6 mois, c'est 4800 €. 6 mois fois 800, 4800 €. Donc ça, c'est plus que les 1400 € de loyer. Donc fatalement, les locataires ils viennent, si on a un impayé, si on a un vide locatif, etc. Mais voilà, c'est clair que la différence, en fait, on paye une prime à la sécurité, à la sécurité par rapport à l'encaissement de son loyer et le truc, de 1400 €, mais on peut dormir sur ses deux oreilles. Donc quelque part, le différentiel de 20% n'est même plus 20% et je pense justifie la tranquillité. Et une dernière question par rapport à la différence entre une agence classique qui fait aussi de la gestion locative,
je pourrais aussi toquer à la porte d'une agence classique et dire occupez-vous de mon bien, et d'une AIS, vu on va dire le gros avantage ou inconvénient de l'agence immobilière classique qui fait de la gestion ne va pas se substituer. D'abord, il y a le précompte immobilier, et puis elle ne va pas se substituer à un vide locatif ou à un défaut de paiement. Okay. C'est-à-dire que l'agence va te dire désolé monsieur, le locataire il n'a pas payé ce mois-ci. Et puis voilà. Aussi pour faire des demandes de primes, etc. Ouais. Ça c'est vrai que c'est un vrai avantage. Bien sûr, c'est super important. Est-ce qu'il y a aussi, par exemple, puisque vous avez finalement beaucoup de liens, de biens en gestion, à un moment il y a des achats groupés. Bêtise, qui vous permet peut-être aussi de faire des propositions sur l'achat d'une chaudière plus avantageuse que si j'étais tout seul et que j'allais moi-même toquer à la porte de je ne sais quel magasin. Oui, c'est possible. Avec nos fournisseurs, on essaie toujours si on a 5-6 chaudières à changer au même moment, il est évident qu'on va demander des remises de prix aux fournisseurs avec plusieurs chaudières, et évidemment ça nous octroie des prix avantageux, quoi. Les agences travaillent ensemble? Il y a une coordination entre les agences ou chacun fait son... Il y a un organe qui s'appelle la FEDAIS qui coordonne toutes les agences immobilières sociales, donc qui défend, qui nous informe des différents décrets, et on travaille ensemble pour proposer des projets communs pour essayer de résoudre certaines problématiques qu'on rencontre. Nawal, on a beaucoup parlé de Bruxelles par rapport à la Wallonie, la Flandre, on ne va pas aller dans les détails, mais c'est globalement similaire ou il y a quand même des grandes différences? Non, il y a... En Wallonie, il y a aussi des AIS. Si je ne me trompe pas, je pense que c'était 33 AIS. Okay. Et en Flandre aussi, mais ils vont fusionner, je pense, à partir du 1er janvier, les sociétés de logement et les AIS. Donc voilà, il y a toute une refonte du système qui va se faire. Mais en Wallonie, c'est quasi le même système que chez nous. Il n'y a pas des conditions particulières en tant que propriétaire? Est-ce que par exemple, je dois être moi aussi, en tant que propriétaire, logé à Bruxelles, ou c'est juste mon bien qui doit être à Bruxelles? Non, pas du tout. Le bien doit être à Bruxelles et c'est suffisant. Ouais, on a des personnes qui vivent même à l'étranger, au Brésil notamment, c'est un exemple qui me passe en tête et qui nous confie son bien, quoi. Bien joué. Mais je pense qu'on a fait un peu le tour, je pense, dans les grandes lignes de ce que c'est une AIS. On pourra encore parler longtemps. Voilà, c'était une solution qu'on voulait vous proposer parce que c'est assez méconnu encore. Même si on en parle de plus en plus, il y a une volonté de développer encore de ta part, Nawal, ce système-là. Donc c'était l'occasion d'en parler ici. Et on vous invite à continuer le débat en commentaire de cette vidéo et aussi sur toutes les plateformes de streaming, puisqu'on est aussi en podcast dans votre voiture là, le matin. Vous nous écoutez aussi. Voilà, et c'est gratuit, et c'est du bon contenu, de qualité. Eric, en mode puncher, mais sois gentil s'il te plaît, n'oublie pas que je joue tous les dimanches au foot avec le mari de Nawal, et je ne voudrais pas ce dimanche avoir une fracture de la jambe. Voilà, donc sois gentil s'il te plaît, d'accord? T'avais envie d'évoquer quoi avec Nawal? Il va falloir passer chez Decathlon chercher des jambiers. Oh oui, c'est ça, je vais ressortir mon bouclier pour dimanche. Non, mais c'est très sympathique. Disons que comme j'ai une politique... Moi, je suis pas politique. C'est très sympathique quand ça commence comme ça. Voilà. Et donc, ça va mal finir. Non, ça va bien finir. Ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Non, mais comme j'ai une représentante politique et en plus PS, moi, c'est Immovlan. Immovlan, c'est une plateforme digitale. Ça fait de l'e-commerce, alors... Un président de parti a un jour déclaré qu'il fallait faire de la Belgique un pays sans e-commerce. Donc je suis ravi de pouvoir débattre avec toi. Non mais moi alors je me suis un peu documenté puisque c'est vrai que le logement moi j'aime pas le clivage entre le propriétaire et le locataire. C'est un partenariat et les deux doivent s'y retrouver, les deux doivent s'entendre. Et je trouve que la loi va plus dans le sens du locataire et que je trouve que c'est une bonne chose. Parce que on n'est pas aux États-Unis où on n'a pas à payer son loyer pendant 15 jours et puis on se retrouve avec ses meubles sur le palier. C'est pas du tout le principe. Mais donc, je me suis un peu renseigné. Et donc, le 22 juin 2023, c'était le lendemain de l'été, le solstice. Mais surtout, il y a une ordonnance, la nouvelle ordonnance concernant les règles de procédure en termes de règlement des contentieux locatifs. Donc qui a été promulgué et qui est rentré en application un peu plus tard. Donc c'est tout récent. Et donc je me suis un peu documenté là-dessus. Et donc j'avais vu une manchette: les proprios ne sont pas sortis de l'auberge avec Nawal Ben Amou. Alors je me suis dit, nom d'un chien, cet article, il faut que je le lise. Et donc c'est une vraie question. Je prends pas parti. Vraiment, je m'interroge. Ce qui ressort de ce que j'ai un petit peu lu dans la presse, j'ai discuté avec des avocats spécialisés, c'est que on rallonge un peu les délais. Il semblerait qu'à partir du 1er mois, il fallait envoyer un recommandé. Puis il y a une période, un mois après, il faut faire une requête pour
Voilà, c'est pas uniquement dans le cas des AIS, hein, c'est dans le cas classique. Pour les expulsions, tu veux dire qu'ils vont arriver en hiver. Si jamais il y a, en général, puis il y a 40 jours d'attente, etc. Enfin voilà. Pour résumer, parce qu'on n'a pas toute la. Oui. Hein, on fait un nouveau podcast là, Eric. Voilà. Non, mais ce que j'en entends, c'est qu'on rallonge les délais, on alourdit les procédures. On surcharge les CPS dont on sait tous qu'ils sont déjà, ils interviennent à la cause et ils sont déjà surchargés. Et ça a été fort critiqué par le syndicat des propriétaires, alors bon, ça c'est pas très étonnant, mais aussi, me semble-t-il, par les juges de paix qui sont chargés de juger et qui sont en principe neutres, même plutôt pro-locataires en général, mais enfin pas tous, mais enfin ils sont censés être neutres. Et donc la question est la suivante, est-ce que quelque part cette mesure qui a sans doute un objectif louable ne rate pas sa cible ? Il faut savoir que Bruxelles, c'est quand même la 3e capitale européenne qui expulse le plus. Donc chaque jour à Bruxelles, 11 ménages reçoivent un avis d'expulsion. Et donc il était important d'agir. Il était important de proposer des solutions et c'est ce qu'on a fait. On n'a pas voulu opposer ni propriétaires ni locataires. Donc c'est pourquoi on a proposé ce moratoire hivernal. Donc il va entrer en vigueur à partir du mois de novembre. D'accord ? Le moratoire hivernal existait déjà. Non, pas sur le marché locatif privé. Donc il existait uniquement dans les logements sociaux. On ne pouvait pas expulser les locataires, mais sur le marché locatif privé, on pouvait très bien expulser en hiver. Et donc ce qu'on a voulu faire, c'est travailler avec les CPS justement pour permettre pendant ce moratoire, quand il y a un ordre d'expulsion, de trouver une solution pour le ménage, la famille, pour éviter de se retrouver avec des personnes à la rue. Et donc laisser plus de temps aux CPS de trouver une solution de relogement ou alors de pouvoir apurer la dette. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ça ? C'est qu'on a vu que pendant le Covid, justement, quand on a eu un espèce de moratoire sur les expulsions domiciliaires, on a vu que les CPS, quand on leur donnait beaucoup plus de temps, eh bien, elles arrivaient à trouver beaucoup de solutions pour les ménages. Et c'est ce qu'on a fait en rallongeant simplement les délais pour les CPS de trouver une solution. Mais ce qu'on fait aussi en contrepartie, s'il y a un problème au niveau du paiement du loyer pour le propriétaire, on a un fonds. Oui, parce que ça, c'est un vrai débat aussi. Un fonds d'indemnisation pour le propriétaire quand il n'aura pas perçu ses loyers. Si ça arrive, parce qu'il faut rappeler quand même que le loyer est dû et que le locataire doit payer son loyer. Mais admettons, si ça ne se fait pas, il y a un fonds qui est mis en place avec déjà 3 millions d'euros sur le fonds qui sera là pour indemniser les propriétaires. Et il faut savoir que ce fonds, en plus, c'est quand même une certaine justice sociale parce qu'il est alimenté par des amendes liées à la discrimination au logement et au logement insalubre. Donc on récupère cet argent-là pour le donner alors aux propriétaires qui n'auraient pas perçu ces loyers. Mais donc c'est une première en Belgique. C'est la première fois qu'on va réaliser un moratoire hivernal. Évidemment qu'on va évaluer la situation, on ne sait pas ce que ça va donner. Donc on fera un monitoring, on verra budgétairement ce que ça va donner, on va évaluer le tout. S'il y a des modifications à apporter, on le fera. Mais on pense sincèrement qu'il était urgent d'agir. 11 ménages qui recevaient un ordre d'expulsion, c'est énorme. On est la 3e capitale européenne qui expulse le plus. Donc avec une ville où il y a 65% de locataires, on devait agir sans oublier les propriétaires, avec cette compensation-là. Donc on laisse personne sur le carreau. C'est vrai qu'Eric, ce fonds, moi j'avais pas l'information, mais c'est vrai qu'avec ce genre de mesures, parfois c'est un peu comme avec les indépendants, on se dit t'es propriétaire, t'es riche, alors qu'il y a beaucoup de propriétaires qui galèrent aussi, et donc voilà, ne pas avoir de loyer pendant 1, 2, 3 mois, ça peut mettre en galère aussi beaucoup de propriétaires. C'est pour ça qu'on voulait travailler avec les CPS aussi pour justement éviter aussi l'expulsion, parce que c'est un triple échec les expulsions. Pour le propriétaire qui a un vide locatif, qui perd son locataire et qui doit expulser, c'est violent. Pour le locataire qui perd son logement, et pour nous, pouvoir public, qui doit en fait trouver aussi des solutions en urgence, c'est-à-dire payer des chambres d'hôtel, et ça coûte extrêmement cher. Donc on s'est dit, maintenir la famille dans le logement, le temps de trouver une solution. Alors, sur ce que vous venez de dire, je suis tout à fait d'accord. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est un échec. De nouveau, c'est un partenariat. Le propriétaire ne veut rien d'autre que recevoir son loyer, et le locataire ne veut rien d'autre que de il n'y a pas un locataire, sauf les gens malhonnêtes, qui ne veulent pas payer de loyer. Ils disent non, ils veulent payer de loyer. Simplement, les difficultés de la vie font que. Mais je reste quand même pas convaincu de deux choses. Mais peut-être j'ai tort. Hein. Eric, attention, je vais t'expulser. Il n'y a pas de fonds pour te protéger en cas d'expulsion de ce plateau. T'es janvier au match de dimanche. Donc sois sûr de ce que tu vas dire. Non, mais alors, je vais expulser du plateau. Non, simplement, en rallongeant les délais, fatalement, on risque aussi de rallonger l'ardoise, d'augmenter l'ardoise. Et donc, quelqu'un qui a 1 ou 2 mois de loyer, qui peut encore s'accrocher à l'une ou l'autre de retard, je veux dire, et qui peut s'accrocher à une solution, quand ça devient 6-7 mois, est-ce qu'il ne lâche pas ? Point d'interrogation. Je veux dire, est-ce qu'on n'arrive pas au-delà de ce qui est encore réglable comme contentieux locatif ? Et deuxièmement,
Les CPAS, je veux bien, mais les CPAS ont bon dos. Ils reçoivent déjà beaucoup de monde, vous le savez mieux que moi. Donc, au niveau des moyens, est-ce qu'ils ont... Et la troisième chose, c'est le fameux fonds pour les propriétaires. Super initiative. Mais là, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'informations. Est-ce qu'il est déjà en place? Oui, les budgets sont déjà disponibles. Comme je vous l'ai dit, c'est des amendes liées à la discrimination au logement et au logement insalubre. Donc, les budgets sont déjà là. Et pour les CPS, je suis tout à fait d'accord. On les a rencontrés déjà à plusieurs reprises. Donc, on n'a pas fait le projet sans eux. On les a informés tous là de toutes les procédures qu'on allait mettre en place. Et on a prévu aussi des budgets pour qu'ils puissent engager des équivalents temps plein, donc des personnes qui pourront s'occuper d'accompagner les familles qui recevront un ordre d'expulsion. Il reste 5 minutes, Eric. 5. Donc soit tu les utilises pour continuer. Je comprends que ça puisse faire peur, voilà, je comprends, mais il faut pouvoir avoir le courage politique, oser, on ose, on voit ce que ça donne, on évaluera, mais en attendant, on met aussi toutes les dispositions pour protéger et le locataire et le propriétaire. Je veux dire, on n'a pas fait les choses n'importe comment. On a hâte d'avoir... et fait un texte sur le coin d'une table. C'est un travail quand même depuis quelques années on a hâte de voir l'évolution et voir si effectivement l'avis des propriétaires sera pris en considération. Il faut savoir qu'il y a un moratoire hivernal et ça fonctionne. Il n'y a pas de problème. Et à Bruxelles, on n'en avait pas, mais on est une ville de locataires avec un public très précarisé. Je dirais qu'en France... Au niveau loyer, c'est même encore bien pire qu'ici, au niveau du niveau des loyers. C'est pour ça que je veux qu'on puisse s'occuper du marché locatif privé pour éviter à un moment donné qu'on arrive à des sommes astronomiques comme pratiquées en France ou comme pratiquées ailleurs, même si aujourd'hui la France fait aussi a quand même une espèce de grille contraignante des loyers, donc elle met quand même des mécanismes en place. Je pense que nous, à un moment donné, il faudra qu'on le fasse aussi. Ça fait 20 ans que le PS est au pouvoir, donc potentiellement ça peut se prolonger. Il y a quoi dans les petits papiers justement pour travailler sur ces fameux loyers? Je suis propriétaire ou investisseur, je suis intéressé à venir à Bruxelles, mais j'ai peur de ce que le gouvernement va mettre en place sur ces fameux loyers. Ce ne sera jamais un frein à l'investissement, ce sera vraiment jamais un frein à l'investissement. Je pense qu'il faut simplement pouvoir pratiquer des loyers qui soient raisonnables et abordables. On ne peut pas aujourd'hui à Bruxelles... Vous avez un pouvoir ? Ça doit faire l'objet d'un accord politique. Donc nous, ça a toujours été dans notre programme de réguler le marché locatif privé. Toujours. Après, c'est vrai que pour trouver un accord politique, c'est autre chose, c'est plus compliqué. Donc on a par exemple, on pourra en discuter prochainement, si tu le souhaites, la commission paritaire locative qui va arriver, où le locataire pourra saisir cette commission lorsqu'il estime que son loyer est trop élevé par rapport aux qualités substantielles de son logement. Donc il y a quelques mécanismes comme ça qui vont pouvoir être mis en place. C'est un pied dans la porte, mais pour ça, il faut pour pouvoir rendre la grille contraignante, il faut un consensus politique. Il faut que tout le monde se rende compte qu'il y a un problème à Bruxelles au niveau des loyers qui sont pratiqués et qu'il faut absolument s'en saisir. Est-ce que tu peux nous rassurer aussi, Eric, après je te laisserai terminer, est-ce que tu peux nous rassurer aussi sur le fait que les propriétaires, on pense à eux aussi sur comment protéger ces propriétaires qui ne reçoivent pas leur loyer, les propriétaires qui ont des squatteurs qui débarquent, vous en parlez aussi? Il y a des choses aussi, c'est... Justement, on vient d'en parler, les agences immobilières sociales. Oui, les agences immobilières sociales, c'est vrai. Je trouve une mesure hyper... J'espère qu'il y a d'autres choses aussi qui peuvent se mettre en place. Hyper importante et on a besoin des propriétaires aussi pour pouvoir répondre à cette crise du logement abordable. Donc voilà, je te l'ai dit, on était à 5500 logements quand je suis arrivée, on est à plus de 7700 maintenant, donc c'est pas rien. Et on a envie, justement, on en a besoin. Et comme vous le disiez, on n'oppose personne, on veut travailler avec tout le monde. Moi, au niveau du logement social, par exemple, j'ai travaillé avec les promoteurs privés, on a fait des partenariats publics-privés et ça s'était jamais fait par le passé et ça fonctionne super bien. On a acquis mais massivement des logements. Moi, j'ai pas de tabou avec tout ça. On a besoin de tout le monde et on y va. Eric n'a pas de tabou non plus. J'ai aucun tabou. Et t'as encore peut-être l'une ou l'autre question. C'est un épisode un peu spécial, un peu plus long parce qu'on a quand même la secrétaire d'État qui doit bientôt partir. Donc Eric, une question sur l'accès à la propriété pour les jeunes ou autre chose? Ah non, celle-là. Mais je pense que l'accès à la propriété est un élément important. Et d'ailleurs, il y a aussi... on va dire aussi une nouvelle disposition dont il est beaucoup question, c'est le droit de préemption. Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors, le droit de préemption, c'est en fait la possibilité, grosso modo, pour un locataire, donc si moi je suis propriétaire, que je veux vendre un bien, je peux le vendre, mais je dois d'abord proposer à mon locataire, dans le cadre d'un logement, d'un bail à long terme, d'un logement privé, donc pas une AIS, pas un... C'est bien ça. Oui. Ou c'est pas bien? Aïe. Alors... Si j'ai une voiture, je peux la vendre à qui je veux. Si j'ai un ordinateur, je peux la vendre à qui je veux. J'ai une bouteille de whisky de 15-25 ans d'âge, je peux la vendre à qui je veux. Un appartement, je ne peux pas. C'est-à-dire que je dois d'abord le proposer au locataire. Bon, ce n'est pas dramatique en soi. Mais je trouve que dans le mécanisme, d'abord, on met en vente un bien, ce n'est pas pour ça qu'on le vend au prix auquel on l'a mis en vente. Donc on met en vente à 250, il faut dire...
à son locataire, je le mets en vente à 250, est-ce que tu veux? Je pense qu'il a 1 mois pour dire s'il veut, il veut pas. Et puis, on voit qu'il ne part pas. Ah bon, on va mettre 245. On doit contacter son locataire. Et tu ne veux pas etc. faire jouer la concurrence, j'imagine alors. Parce que s'il dit oui à 250, alors que si tu avais fait jouer la concurrence, peut-être que tu l'aurais vendu à 280. Alors ça... et avec ça, tu ne peux pas le faire. Disons que ça alourdit. Et j'imagine qu'il va chaque fois falloir revenir vers le locataire pour chaque fois lui redemander maintenant, j'ai 275. Si le prix a baissé, bien sûr, il faudra retourner vers son locataire. Mais c'est parce que cette mesure, elle existe en France aussi depuis, je crois, 1965. Et voilà, ça ne pose pas de problème non plus. Ça fonctionne super bien. Donc c'est juste pas que la France est l'alpha et l'oméga en termes de gestion immobilière. Mais ça n'a pas posé de problème. Ils n'ont jamais revu la mesure. Et ce qu'on constatait aujourd'hui, c'est que des locataires voyaient en fait leur bien mis en vente ou vendu et ils ne la prenaient que à la fin. Et en fait, on leur demandait de quitter les lieux parce que la maison, l'appartement avait été vendu. Et le locataire se disait, en fait, moi, j'étais dans les conditions, je pouvais très bien l'acheter. J'y vis depuis combien d'années, je connais le quartier, mes enfants vont à l'école pas loin. Donc, je voulais y rester, je l'adore, ce logement. Et donc, aujourd'hui, le principe, ce sera simplement de le proposer d'abord à son locataire, si on a envie de vendre son logement. S'il accepte, tant mieux. Ça vous évite en plus de vous diriger vers des agents immobiliers, de devoir payer certaines commissions. Et donc, voilà, c'est réglé. Votre locataire, il accepte, tant mieux. Il accepte pas, vous le mettez en vente sur le marché et puis voilà. Après, c'est vrai que si vous baissez le montant et au lieu de payer 250, ce sera 245. Alors oui, proposez-le à votre locataire. Peut-être que pour 245, finalement, il aura son crédit. Oui, et à nouveau, vous ne payez pas de commission ni rien du tout puisque votre locataire, il est là, il l'achète, vous ne passez pas par une agence. Donc, je pense que c'est aussi bénéfique pour le propriétaire. Et puis en plus, le locataire connaît bien les lieux, donc parfois il connaît aussi les failles, il connaît peut-être les endroits qu'il faut rénover, etc. Et donc ça vous évite aussi d'avoir des problèmes avec un prochain propriétaire qui dit ça, il n'y avait pas, ça, vous ne l'aviez pas dit, etc. Et donc là, vous avez quelqu'un qui connaît les lieux, qui est prêt à l'acheter, et c'est aussi finalement un avantage pour le propriétaire qui ne doit pas se diriger vers un agent immobilier. Droit de préemption, Aurélien, et on termine avec toi, Eric, sur ce sujet-là. Je voulais simplement préciser que si on a un prix de départ de vente, on doit le proposer au locataire. Oui, effectivement, mais ça ne veut pas dire que si le prix après augmente avec les diverses propositions, le locataire peut l'acheter au prix maximum, maximum qui a été proposé. Donc tu peux faire jouer la concurrence. C'est juste qu'on doit lui proposer en priorité. Et si ça baisse, si le montant proposé est inférieur, alors on retourne vers le locataire. Ok. Qu'est-ce qui te gêne alors là-dedans, Eric? Alors d'abord, si on veut vendre ça à quelqu'un, une connaissance pour un prix avantageux, on ne peut pas. Okay. Il y a quand même certaines exceptions qu'on l'a mis justement. Pour la famille, j'imagine. Oui, voilà, il y a certaines exceptions qui sont prévues dans l'ordonnance. Deuxièmement, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est alors, l'histoire de proposer à son locataire. Je ne vois pas la raison pour laquelle on n'irait pas proposer à son locataire. Quelqu'un qui veut vendre, pour moi, la première chose que je ferais, c'est de proposer à mon locataire. Voilà. Oui. Non, mais c'est pas pour ça qu'il est obligé. Moi, ce qui me gêne, c'est l'obligation. Le principe, j'ai aucun problème. C'est moi obliger les gens, et c'est quelque part une entrave au marché. Alors, il faut pas. Le marché ne régule pas tout. Je suis 100% d'accord avec vous, vraiment. Mais il faut quand même éviter de trop mettre de carcan parce que sinon, ça alourdit et ça décourage les gens. Et on a besoin des investisseurs immobiliers pour acheter, pour rénover, pour construire, pour loger les gens. Donc de nouveau, je pense qu'il faut avoir une vision globale. Eric, c'est bientôt les élections et on aura l'occasion de réinviter Nawal et j'espère que tu reviendras ici sur ce plateau. On a plein de choses à dire en fait. Complètement, et puis le logement c'est un vrai sujet. Plein de choses à expliquer et encore plein de mesures qui vont arriver, qui doivent encore être votées au Parlement. Donc je parlais de la commission paritaire locative, on travaille encore sur le conventionnement, il y a l'ordonnance bail aussi qui est passée en première lecture au sein du gouvernement qui va être votée aussi l'accès à la propriété pour les jeunes, Nawal. Et tout à fait, mais tu as raison, c'est vrai que ça c'est quelque chose sur lequel finalement on n'a pas beaucoup de mesures, sauf mon collègue Sven Gatz qui a travaillé sur l'abattement fiscal, qui est quand même une belle mesure. Mais c'est vrai, ça tu as raison, franchement c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut absolument miser. Crucial. Ouais. Il faut qu'il y ait des mesures qui soient fortes parce qu'on voit que c'est problématique. Mais après, on voit aussi que les jeunes ont tendance à se loger différemment. Et en fait, on n'est plus non plus dans la même conception que celle de nos parents à l'époque où il fallait avoir la petite maison, la petite famille. On voit aujourd'hui que les choses évoluent et que les jeunes n'ont pas forcément envie d'acheter et s'incomber comme ça de charges sur le long terme parce que ils se projettent pas forcément sur le long terme avec leurs compagnons ou pas. Ils déménagent aussi facilement, changent d'emploi aussi facilement. Donc il y a aussi toute une nouvelle conception qui est faite autour du logement. Donc ça aussi, il faut pouvoir prendre en compte. Il y a beaucoup maintenant de ce qu'on voit, c'est de pouvoir vivre en communauté. On a beaucoup de mamans solo
boulot, par exemple, à Bruxelles, et donc beaucoup de projets communautaires qui voient le jour. Et donc ça aussi, faut pas oublier, faut pas minimiser. Donc c'est aussi des nouvelles façons d'habiter Bruxelles, et il faut pas que ça nous échappe aussi. On essaiera de faire un petit face-à-face en fin de législature, là, toi et moi, installés. On fera un peu on fera ton bilan de ces 5 ans. Non, c'est pas 5 ans, t'as fait un peu moins, non? T'es arrivé dès le départ, toi? Quoi. Ah, excuse-moi. Excuse-moi. En juillet 2019, Okay. et je quitterai normalement en juin 2024. Alors, ça sera l'occasion de faire un petit focus sur ton bilan, alors. Bien sûr, ça va, plein de choses à dire. On fera ça. Merci Nawal d'avoir été Merci notre à invité. vous. Merci Aurélien. Merci Sorry, mais voilà, t'as dû Non, faire mais face pas de à 2 problème, belles personnalités. Tu en es une aussi, mais on te réinvitera aussi à un Avec moment. plaisir. Eric, je sais que tu avais beaucoup de choses à dire. Tu gardes. Non, j'ai dit ce que j'avais à dire. Mais garde-en encore un peu Je regarde voilà, sur la pédale, pour la ça va, prochaine ça va. émission qu'on fera pour les élections. Merci. Et puis à très bientôt. Et puis vous qui nous écoutez, c'est déjà bientôt la fin de la première saison, quoi. Il reste 2 épisodes, je pense, si je compte bien. Écraser une larmichette. Donc merci en tout cas d'être de plus en plus fidèles. N'hésitez pas à liker, partager, à commenter. On fait ça pour vous. Donc continuez à nous écouter. On remercie nos partenaires. Je te remercie, Eric. Je remercie Imovlan, évidemment, Batixi, Eloya et PNV. Et on vous dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao.